Nous allons étudier le DAF, Lamed Aleph dans Masechet Gittin, et nous rappelons rapidement le sujet sur lequel la Gemara s'était arrêtée à la fin du DAF Lamed. On avait un enseignement d'une Braïta qui avait l'air de faire une différence entre deux types de Maaser. Un Maaser qui est prélevé sans connaître exactement la quantité, un Maaser qui est prélevé en connaissant la quantité, en sachant que le Maaser est donné au Lévi. Et dans un cas sur deux, on avait l'air de craindre que ce Maaser soit totalement ou soit en partie considéré comme étant Troumat Maaser. Troumat Maaser, c'est le prélèvement que le Lévi lui-même doit faire sur le prélèvement qu'il reçoit. Le Israël prélève le Maaser, il le donne au Lévi, le Lévi lui-même doit prélever une partie de son Maaser pour les Kohanim. Au début, on craignait que c'était le Lévi ou le fils ou le père du Lévi qui le reçoit, qui avait fait de ce Maaser un prélèvement pour tous ces autres Maaser, mais la Gemara avait réfuté à chaque fois parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas autorisé. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara avait tranché à la fin, au nom de Ravashi, que finalement la différence qu'il y avait, c'était que, en fait, on craignait non pas que le Lévi l'avait rendu Troumat Maaser, mais que le propriétaire qui donne ici le Maaser, donc c'est le fils en fait du propriétaire qui a hérité, qui donne le Maaser à un Lévi, est-ce que l'on craint que en fait une partie de ce Maaser ait été utilisée comme prélèvement Trouma du Maaser pour les Kohanim ou pas, ça dépendait justement du fait que la récolte soit prélevée de manière précise ou pas précise. Si c'est précis, on imagine qu'il a fait tout ce qu'il faut, sinon on imagine que non, et la Gemara s'étonne, puisqu'on avait vu dans le DAF d'hier que dans tous les cas, enfin, c'est quelque chose de nouveau, c'est que nous on pensait que le Troumat Maaser c'était le Lévi qui le donnait. Les Rieshlo Reshut les Bala Bayit, ils trompent Troumat Maaser, et depuis quand c'est le propriétaire qui a le droit de prélever la trouma sur le maaser? A priori, c'est le Lévi lui-même qui reçoit ses maaser et qui prélève sa trouma du maaser. L'agma dit in, si, c'est autorisé. Parce que c'est l'avis de Abba El Hazar Ben Gamla, d'Etania Simbraïta, qui dit au nom de Rabbi Lazar, Abba El Hazar Ben Gamla Omer, c'est marqué au sujet justement des prélèvements que les Lévim doivent faire, Venershav Lachem, Troumatrem, et à ce moment-là, votre terouma, donc vos prélèvements pour les Kohanim à vous, les Lévim, sur les prélèvements que vous recevez, sera considéré Kaddagan Minagoren, comme n'importe quelle récolte qui est prélevée. Donc ici, on voit que la Torah, de manière volontaire, compare la trouma que les Lévim prélèvent sur leur maaser avec la trouma normale que n'importe quel Israël prélève sur sa récolte. Pourquoi finalement les comparer, si ce n'est pour nous apprendre que la lachot, certaines halachot, se ressemblent alors qu'on aurait dit le contraire. Mishte trumot akatuv medaber, c'est venu nous parler des deux trumot. Achat truma gdola, achat trumat maaser. Donc la truma gdola, truma classique et la truma de maaser. Keshem chez truma gdola nitelet beomed ou memarshava, de la même manière que la truma classique, elle peut être faite, peut être prélevée beomed de manière imprécise, puisque techniquement minatora, la Torah n'a pas instauré de quantité. Minatora, encore une fois, les Chachamim souvent ont créé des quantités minimales, mais la Torah non. Donc on peut le faire de manière approximative, ou Bemarshava, et on peut le faire simplement avec la pensée, sans forcément séparer physiquement les éléments que l'on prélève du reste de la récolte. Et bien pareil, car Troumat Maaser, Telet Beomed, ou Marshava, pareil pour la Trouma que les Lévi'im prélèvent sur le Maaser, elle peut être faite Minatora Beomed de manière approximative, ou Marshava par la pensée. Autre halacha qui nous intéresse ici, ou Keshem Sheish Lo Reshut Lebala Bait Litrom Trouma Gdola. Et puisque, évidemment, que le propriétaire a l'autorisation de prélever la récolte qui est la sienne, de prélever la Trouma Gdola sur sa récolte, le chidouche ici, car on autorise le balabait, le propriétaire, même à prélever la trouma sur son prélèvement du maaser. Et c'est le chidouche ici qui nous apprend, au nom de Abel Hazar Ben Gamla, que finalement, non seulement le Lévi peut prélever la trouma sur le maaser, et même le propriétaire, qui prélève sa trouma pour les Kohanim, lorsqu'il prélève son maaser pour les Lévi, peut, au milieu de ce maaser, prélever la partie Trouma que le Lévi aurait dû donner au Kohanim. Nouvelle Mishnah, la manière Perot, Liot Mafrish, Alehem, Trouma ou Maasrot. Ici, on a une halakha qui ressemble à la fois
à ce qu'on vient de dire par rapport au prélèvement, et à la fois par rapport aux Mishnah précédentes qui parlaient justement de la chazaka. Est-ce que on tient compte de la présomption qu'une personne qu'on a laissée en vie soit toujours vivante? Là ici on mélange un peu les deux sujets. Celui ici qui a des fruits qu'il veut consommer, et il a un peu plus loin, il a d'autres fruits. Et il veut consommer les fruits qui sont tevet, qui ne sont pas prélevés, et il veut les consommer en considérant que les fruits qui sont un peu plus loin seront, eux, les prélèvements. Donc il a plusieurs greniers, disons qu'il a plusieurs greniers dans plusieurs villes, ou plusieurs endroits de la ville, et il veut consommer une partie d'une récolte, et il dit, voilà, le grenier qui est à tel endroit servira, la quantité qui est là-bas servira pour toutes les troumot ou maasrot, tous les prélèvements possibles que la Torah demande, eh bien, ils seront pris de l'autre grenier. Mais le grenier n'est pas devant lui. Yot mafrish alehem, maaser sheni pareil marot, s'il a de l'argent pour racheter le maaser sheni, il peut aussi le faire avec de l'argent qui est ailleurs. Mafrish alehem becheskat shen kaimin, il peut le faire en partant du principe qu'il y a une chazaka, avec une présomption que les fruits ou la récolte qu'il a laissée au loin, qui va servir justement de prélèvement, est toujours bonne. Si la récolte a pourri, s'est abîmée, elle ne peut pas servir, elle ne peut pas servir de prélèvement. Or là, ici, il le fait à distance. Alors déjà, avant de continuer, il y a un problème avec une contradiction qu'on a vu dans le DAF précédent. On a vu qu'on ne peut pas être mafriche chez l'ominamukaf. On ne peut pas prélever pour une récolte avec des fruits qui ne sont pas à côté de cette même récolte. Une récolte ne peut être réparée, prélevée, qu'avec des fruits qui sont au milieu d'elle ou juste à côté d'elle. Or ici, on verra que c'est quelqu'un qui n'a pas justement les fameux prélèvements devant lui. Il a plusieurs greniers qui ne sont pas les uns à côté des autres, et il veut les cachériser tous, ceux qu'il a devant lui, grâce à un grenier, justement, qui n'est pas devant lui. Donc la question c'est comment c'est possible. Il y en a qui disent qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais que comme s'il le fait, Bediavat ça fonctionne, on parle d'un cas où la personne a transgressé et on se demande ce qu'on doit faire, ou certains disent qu'on est RF Shabbat, on est juste avant Shabbat, et qu'il veut consommer pendant Shabbat une partie de ses fruits et qu'il ne peut pas le faire, s'il ne le fait pas, et que dans ces cas-là on l'a autorisé même les khatrila. En tout cas, on a de multiples réponses pour justement gérer ces contradictions avec le principe qu'on ne peut pas être mafriche chez l'omina moukaf, on ne peut pas normalement prélever de quelque chose qui est extérieur. Est-ce que c'est une situation exceptionnelle ou est-ce que c'est la personne qui l'a fait de manière interdite? En tout cas, on voit que ça marche. Imavdou, maintenant, si il va voir après ce fameux grenier qu'il a considéré comme étant la trouma et les maasrot des autres greniers et qui voit finalement que cette récolte a pourri, Arezer Choshesh, Me'aet La'et. Il doit craindre Me'aet La'et 24 heures. Dit vrai Rabbi Lazar, selon Rabbi Lazar. Donc je reprends le cas. Finalement, c'est quelqu'un, Nagid, qu'au début du mois de Hadar, il a commencé à prélever, et c'est-à-dire qu'il a commencé à consommer une partie de sa récolte en disant que le grenier qui est dans telle ville, ailleurs, sera lui-même utilisé comme étant le maaser, la trouma, les prélèvements pour tous ces autres greniers. Et donc au début, Hadar, il fait ce prélèvement-là de manière par la marshava, par la pensée, et il continue de consommer le 1, le 2, le 3, le 20, à partir du moment où le 20 du mois, je donne un exemple, il arrive dans ce fameux grenier qui était considéré comme étant Trumot ou Marasrot, il arrive et il voit que finalement la récolte s'est abîmée. À partir de quand il doit craindre, à partir de quand il doit craindre que cette récolte était déjà abîmée, et donc finalement quel prélèvement qu'il a fait avec sera considéré comme étant interdit. C'est justement l'avis de Rabbi Lazar, c'est 24 heures, mais 24 heures à partir de quand, ce sera une discussion dans la Gemara. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda nous dit, Bishosha prakim botkim et tayayin. Comme on parle justement de récoltes qui s'abîment, le vin aussi avait tendance parfois à tourner au vinaigre. Et ici la Mishnah nous dit qu'il y a 3 moments dans l'année où on a l'habitude de craindre, de vérifier le vin, puisqu'il y a 3 moments de l'année où ce vin tourne. Bekidom chez le Motsei Chag, le vent chaud, le vent d'Est, qui vient après Motsei Chag, après la fin des fêtes de Sukkot. Botsaat Smadar, lorsque les petits raisins commencent à sortir, les grappes commencent à sortir au tout début, après que les fleurs tombent, ou Bishat Knisat Maim Beboser, et à partir du moment où ces petits raisins augmentent et commencent à avoir le statut de bosser, donc c'est des jeunes raisins, à partir de ce moment-là aussi, c'est un moment qui est propice au fait que le vin s'abîme. Donc 3 moments juste après Sukkot,
au moment où vraiment les fruits commencent à peine à être visibles et à partir du moment où les raisins commencent à avoir un statut de bosser, éventuellement consommable sous certaines conditions. En tout cas, maintenant, l'Agma pose la question Maï, Me'et La'et. On a dit que lorsque quelqu'un est parti vérifier un peu plus tard le fameux grenier qui lui a servi de Trumot ou Maasrot, qui se rend compte que finalement il est abîmé, à partir de quand il commence à craindre que cette récolte était déjà abîmée, qu'est-ce qu'il va annuler comme prélèvement qu'il a fait de manière rétroactive. Rabbi Yochanan Amar, Me'et La'et Shel Bedika, c'est 24 heures en arrière à partir de l'abdika. Donc on a dit que il a le 20 du mois, il est parti voir son grenier, il voit que le grenier est finalement composé d'une récolte qui est abîmée, il reprend 24 heures avant, à partir du 19, tout ce qui a été utilisé, consommé le 19 en partant du principe que l'on prélevait grâce à ce grenier est annulé, puisqu'on part du principe que cette récolte que l'on retrouve abîmée le 20 est abîmée depuis le 19, mais pas le 18 ni le 17, puisqu'on a une présomption que puisqu'on l'a laissée une première fois cachère, on imagine, cachère ici, c'est-à-dire saine, on imagine qu'elle est restée saine et on ne craint que 24 heures en arrière. Ça, c'est le premier avis qui pense que Ma'at Lahet est 24 heures, d'heure à heure, 24 heures avant, c'est à partir du moment de l'abdika en arrière. Rabbi Lazar, Ben Antiknos, même Mishum Rabbi Lazar, Berabi Yanaï, on de Rabbi Lazar, Berabi Yanaï, on donne finalement ici une autre quantité et on tourne la page. Me'et Lahet Shelanacha, c'est 24 heures, non pas à partir de l'abdika, de la vérification, mais 24 heures à partir du moment où mentalement il a fait justement ce prélèvement. Et donc c'est pas 24 heures en arrière, mais 24 heures en avant. Disons que on a dit qu'il a fait le prélèvement le premier du mois et que le 20 du mois il s'est rendu compte que la récolte n'était pas bonne. Au lieu d'autoriser tous les prélèvements qui ont été faits entre le premier et le 18 inclus et de n'interdire que le 19 comme la vie précédente, lui dit non, c'est l'opposé. Il a prélevé le 1, du 1 au 2, les 24 heures qui suivent ce prélèvement, on considère que c'était dans la présomption précédente que la récolte était encore en bonne santé, saine, mais à partir par contre du 3 inclus, donc du 2 exclu, du 3 inclus jusqu'au 20, on considère déjà que la récolte était mauvaise. La Gemara s'étonne. Elle dit, quand on regarde bien la Mishnah, ce deuxième avis n'a pas l'air de pouvoir rentrer dans les mots de la Mishnah. Tnan, c'est marqué. Imavdou, s'il se rend compte plus tard, le 20 du mois, que la récolte est abîmée, il craint Me'et Lahet, 24 heures. Et le fait de dire il craint 24 heures, c'est-à-dire que les fameux 24 heures dont on parle sont des 24 heures où c'est interdit, où les prélèvements ne fonctionneront pas. Or, selon le second avis, Rabbi Elazar Ben Yanaï, on voit que c'est l'inverse. Les 24 heures, c'est 24 heures du début qui sont les seules 24 heures où les prélèvements sont cachers. Et donc ça ne rentre pas. Selon le premier avis qui dit qu'on revient 24 heures en arrière et qu'on annule les prélèvements des 24 heures précédentes, je comprends, à Rézi Rochesh, il craint les 24 heures. Celui qui dit que non, c'est les 24 heures du début que justement on autorise, les seuls qu'on autorise. On n'aurait pas dû dire qu'il craint les 24 heures, on aurait dû dire il craint jusqu'aux premières 24 heures. Et donc, l'expression de la Mishnah ne serait pas correcte selon cet avis. C'est pour ça que Kashi al-Agmara a l'air d'objecter sur cet avis. On reprend maintenant la Mishnah qui avait dit justement que le fait de craindre 24 heures avant, c'est l'avis de qui? De Rabbi Elazar, dit vrai Rabbi Elazar. Et l'Agmara maintenant va nous dire que Amar Rabbi Elazar, c'est un autre maintenant Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, un amoureux de l'Agmara, qui vient justement expliquer le Rabbi Elazar de la Mishnah. Chalukim alab chaverav chez Rabbi Elazar. Les amis, les rabbanim, qui étaient la génération de Rabbi Elazar, n'étaient pas d'accord avec lui. D'où le sait-on? D'une Mishnah dans Mikvaot. Alors ici on passe de Mikvaot aux récoltes de Mikvaot. Pourquoi est-ce que l'idée est la même finalement? C'est lorsque l'on a une récolte, ou ici un mikvé, qui est pour nous, qui était cachère. La dernière fois qu'on l'a vu, il était cachère, il était en bonne santé pour la récolte, et on part du principe qu'elle est, et après on se rend compte plus tard qu'elle ne l'est plus. Comment considère-t-on tout le temps entre les deux où on n'a pas vu le mikvé, où on n'a pas vu la récolte? Est-ce qu'on la considère comme étant comme on la connaissait avant, ou comme on l'a connue après? C'est cette fameuse marloquette. Pourquoi? Dites-nan, mikvé, un mikvé chez Nimdad, donc on a un mikvé qui pour nous était toujours caché. Un jour on fait une vérification et on se rend compte qu'il n'est plus caché, il est chasser, il manque un peu de ce qu'il faut d'herba imsea.
Kol tarot shena sur agabav le mafrea, tous les taharot, tous les korbanot, les tehorot, les traumotes, les prélèvements qui ont été utilisés, la trouma doit être mangée betahara de manière pure, toutes les troumotes qui ont été mangées par quelqu'un qui s'est purifié par ce mikvé, tout finalement est annulé. Ben Birchuta Yachid, Ben Birchuta Rabim, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine public, comme on a vu dans Maseret Sota, que la halachot de Tahara, dans le domaine public et dans le domaine privé, sont différentes, justement, on l'apprend de la Sota, qui a un statut qui ressemble à de la Touma, de l'impureté, et qui ont fait une différence entre le domaine public et privé. Temeot, tout est tamé les mafria. Donc on a ici une Mishnah qui nous dit que lorsqu'on a un mikvé qui est chasser, qui n'est pas caché, qu'on découvre pas caché à une certaine date, on reprend en arrière et on annule jusqu'à le dernier moment où on était certain que le mikvé était caché. L'agma dit, alors, Pshita de Chaloukim, l'agma dit, mais c'est clair que c'est pas pareil que Rabbi Lazar. Donc pourquoi pourquoi Rabbi Lazar ben Pedat a eu besoin de nous dire, tu sais, la vie de Rabbi Lazar chez nous, c'est pas le même que Chachamim, c'est évident, tout celui qui lit ces deux Mishnayot se rend compte qu'elles sont incompatibles, l'agma dit, non, c'est pas évident. Marou de Teima, les ma frère, mais la comme machin, tu aurais pu penser que lorsqu'on dit que toutes les Taharot, tout ce qui a été touché, toutes les traumotes qui ont été touchées, les mafréa rétroactivement, tu aurais pu penser que rétroactivement, c'est pas forcément jusqu'à la dernière date où on savait que le mikvé était caché, on aurait pu penser que rétroactivement, c'est 24 heures. Kamash malin que non. Quand on dit là-bas, de manière simple, que tout ce qui a été fait rétroactivement est impur, on est obligé de dire que rétroactivement, c'est jusqu'à la dernière date où on savait que le mikvé était caché. Donc finalement, on a deux avis, Rabbanan et Rabbi Lazar, qui a priori, selon la Gemara, devraient être en désaccord à la fois dans le mikvé, à la fois dans la récolte, et de manière générale, lorsqu'on a quelque chose que l'on pensait être cachère, être en bonne santé, que maintenant on n'est pas certain, on ne l'a pas vu devant nous. On considère a priori que c'est encore cachère, on considère a priori que c'est encore en bonne santé. Lorsque par contre après, on se rend compte que finalement ça ne l'était pas, ça ne l'est pas, eh bien c'est selon Chachamim, on revient en arrière et on annule tout ce qui a été fait pendant toute cette période où on n'avait pas la certitude, et selon Rabbi Lazar, on ne craint que les 24 heures précédentes jusqu'aux dernières 24 heures. On considère que c'est la présomption précédente, que la chose était en bonne santé ou cachère, qui prévaut. Donc c'est une grande marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim. Rabbi Uda Omer, Bish le Shaprakim, on reprend maintenant la vie de Rabbi Uda, qui avait dit qu'il y a trois moments dans l'année où on doit vérifier les vins, puisque les vins ont tendance à tourner au vinaigre. Et justement, le premier avis, c'était Kidom, c'était le vent d'Est qui souffle après les fêtes de Sukkot. Et il nous dit ici, la Gemara Tana, Bekidom shel Motzei Chag shel Tkufa. Et une condition supplémentaire, c'est quand est-ce que l'on craint que le vin tourne, c'est lorsque le vent d'Est souffle après l'effet de Sukkot, mais après l'effet de Sukkot, qui sont Shel Tkufa, qui sont déjà dans la saison. Pourquoi? Parce qu'il y a l'été, après l'été, il y a l'automne. Alors, nous, le calendrier juif est un calendrier qui est composé de mois lunaires, même si on considère que c'est un calendrier qui est à la fois lunaire et à la fois solaire, techniquement, les mois sont lunaires. Le calendrier n'est solaire que parce qu'une fois tous les 3 ans, on rajoute un mois qui permet finalement de compenser et de rattraper, de ne pas se décaler par rapport aux saisons, puisque finalement une année lunaire comporte 10 jours de moins qu'une année solaire, et donc finalement on se décale chaque année de 10 jours. C'est la raison pour laquelle la troisième année, quand c'est décalé de 30 jours, on rajoute un mois. Mais il n'empêche que jusqu'à ce qu'on fasse ce rattrapage, chaque année, jusqu'à ce qu'on arrive à cette année de bissextile où on fait de Hadar, on a tendance à se décaler par rapport à la saison. Et donc on peut avoir les fins de fête du Tishri qui sont soit encore à la fin de l'été, soit au début de l'automne. Ce qui veut dire tous les 3 ans on rattrape, mais techniquement, pendant les 3 premières années, souvent, on se décale un peu. Et ici, nous dit la Gemara, puisque ce vent d'Est est lié à la météo, que la météo est liée au cycle solaire et que les mois lunaires pendant les premières années, les 2 premières années peuvent se décaler, on nous dit qu'il y a une condition, cela ne fonctionne. La crainte que l'on a que le vin tourne n'existe que si le vent d'Est souffle après Sukkot, mais après Sukkot, qui tombe déjà dans la Tkoufa, dans la période automnale et non pas estivale. Tanya, Rabbi Dormer, Bishosha Prakim, Mochim et Tatevoa, puisqu'on parle des périodes, eh bien ici on nous dit qu'il y a 3 périodes où on peut vendre la récolte. L'Ifna Zera, on a l'habitude de vendre la récolte
avant la période où les gens sèment. Ou Bécha'at Azera, et on revend encore la récolte au moment où les gens sèment, ou Bifros à Pessah, et 15 jours, 2 semaines avant Pessah. Ou Bishusha Prakim Mochim et Tayin, il y a 3 moments de l'année où on vend le vin, Bifros à Pessah, en général 2 semaines avant Pessah, Bifros à Tseret, 2 semaines avant Shavuot, Bifros à Chag, et 2 semaines avant Sukkot et Shemen, et l'huile, mais à Tseret Ve'elach, à partir de Shavuot et plus tard. La Gemara s'étonne, les Maïlcheta, quelle est la halakha que je peux tirer de là, puisque la Gemara n'est pas là pour m'apprendre des habitudes agricoles ou des habitudes commerçantes. Pourquoi finalement nous dit-on les 3 moments où on a l'habitude de vendre ci et ça? La Gemara répond à Marava, mais il Marava Papa, il dit que c'est Rava qui a répondu, et qui dit que c'est Rav Papa, les choutafines, pour des associés. C'est-à-dire, quelqu'un qui est propriétaire seul d'une récolte peut évidemment décider de la vendre quand il veut. Quand on est propriétaire, on est obligé de demander à l'autre propriétaire s'il est d'accord pour vendre maintenant, puisque le cours de la récolte ou de n'importe quel aliment peut augmenter en fonction de l'année. Et ici, ce qu'on nous apprend, c'est que puisque c'est le moment où les gens ont besoin, c'est le moment où en général le prix est élevé, et donc les gens ont l'habitude de vendre à ce moment-là, et un des deux propriétaires peut vendre la récolte, évidemment qu'il partagera les gains, mais il peut la vendre sans l'accord de son associé, puisque c'est la période normale où tout le monde vend, et c'est en général la période où ça se vend le mieux, même si finalement après coup ça a augmenté, l'autre propriétaire, associé, ne peut pas se plaindre. Mikan velachmaï, maintenant on a la période, ces 3 périodes, et après, quel est le statut? Hamarava, Konyoma, Pirkehu, nous dit si Rava, c'est un début. Le début de la période, c'est ce moment-là, mais après, chaque jour, c'est considéré comme étant le moment où l'on peut vendre. Donc encore une fois, Nafkamina, c'est important pour savoir si un associé a le droit de vendre sans même avoir l'accord de son autre associé. Maintenant, on reprend quelques agadotes par rapport justement à ce fameux Vendes. Vehi kizroch hashemesh, vaiman Elohim ruach kadim harishit. Ici, au sujet de Yona, c'est dit qu'au moment où le soleil s'est levé, Hachem a envoyé un ruach kadim qu'on appelle ici harishit. Et l'Agma va faire 10 000 rachim par rapport à harishit. Pourquoi harishit? Maï harishit, amar avyuda, bisha'a Hashem nashevet, en sat tlamim bayam. Harishit milachon harisha. Harisha, c'est le fait de labourer la terre. Nous dire ici que ce vent est tellement fort qu'il fait des vagues dans la mer, des vagues tellement grandes qu'on voit des sillons dans la mer qui sont creusés justement par les différences qu'il y a entre les vagues et les creux des vagues. Ça, c'est la première dracha de Rav Yehuda. Amaler Rabba Rabba objecte. Il dit mais regarde, la suite du pasouk n'a pas l'air du tout de parler d'un vent de tempête. Regarde la suite. Iachri, une dirtive. Vatach Hashem esh harosh Yona. C'est marqué que le soleil est venu sur la tête de Yona, et il s'est évanoui. On voit bien ici qu'on est en train de nous parler de chaleur, de nous dire finalement que le vent a soufflé avec de la chaleur, et le soleil aussi, et finalement c'est tout ça qui a fait que Yona s'est évanoui. Or, selon toi, Rav Yehuda, on a le verset qui nous parle à la fois d'une tempête qui fait des vagues en pleine mer, et qui n'a pas de rapport avec le fait que la chaleur tombe sur la tête de Yona et qu'il s'évanouisse. Et là, Rabba, donc du coup, lui donne sa version de la dracha. Ici, Harishit, c'est pas Milachon Harisha, labouré, c'est Milachon Heresh, quelqu'un qui est muet. Pour dire finalement que ce vent-là, lorsqu'il souffle, il a tendance à rendre tous les autres vents muets. Il va nous dire, et c'est ce qu'on trouve dans un autre verset. Hamim, Eretz Midarom. Tes habits sont chauds lorsque Behashket Eretz Midarom, lorsque la terre du sud, ici Behashket nous dit l'Agmara, c'est l'Agmara, mais la change Sheket, elle sera tue, c'est-à-dire Amar Artachlifa, Barafrizda, Marafrizda, Marafrizda, et Matai Begadecha Hamim, quand est-ce que tes habits sont chauds? Quand est-ce que tu vas arrêter de ressentir justement les vents froids? Beshash Ishkit Eretz Midarom, c'est-à-dire Beshash Minashevet, tous les autres vents qui peuvent être frais, surtout le vent du sud, sont rendus muets par justement ce vent d'est qui vient et qui a tendance à réchauffer et donc à faire taire les autres vents qui refroidissent. C'est pour ça que le verset dit, quand est-ce que tes habits sont chauds? Quand ce qui vient du sud, donc le vent du sud qui est froid, est rendu muet par qui?
ici par ce fameux vent d'Est, même si le vent d'Est n'est pas cité. Donc aussi on a deux avis par rapport à cela. Est-ce que le vent d'Est, le pasteur d'Ouyona vient nous apprendre qu'il fait des tempêtes en pleine mer, ou est-ce qu'il vient nous apprendre qu'il amène la chaleur et qu'il est plus fort, qu'il annule tout le froid que les autres vents peuvent apporter. Ravuna Verapriza, Abu Yadve, Khali Veazil, Gniva Alayu. Ravuna Verapriza est en train d'étudier, était assis, et Gniva est passé devant eux. Amar Khale Chabre, un des deux, Ravuna Verapriza, Dialot, Nikom Mikame, débat Oiranu, levons-nous, car nous avons affaire à un Tamid Chacham. Amalaïdach, l'autre l'a répondu, Mikame Palga'a Nikom, est-ce qu'on va se lever pour quelqu'un qui fait des histoires, des marlokot? On a vu au début de la Masachet, et c'est rapporté dans la Gemara parfois, que Gniva a eu certains désaccords assez forts avec des Chachamim qui ont fait des marlokot. Donc un voulu se lever parce qu'il était Baal Torah, hein, Tamid Chacham, et l'autre n'a pas voulu à cause justement des marlokot. En tout cas, comme ils ne se sont pas levés, le marchand explique que Gniva a pensé que c'est parce qu'il n'avait même pas remarqué sa présence, parce qu'ils étudiaient. Donc il leur a dit les Gabaou, il est venu à côté d'eux, vers Marlaou, il leur a dit mais Maï, Asiktu, quel est votre sujet que vous étudiez? À Morlaix, ils l'ont dit Beruchot, on étudie justement les vents et le rapport entre le vent d'Est et les autres. À ce moment-là, Marlaou, il leur a répondu Achia Marav, Chanan Bar Rava Amarav, comme ça a dit Rav. À Baruchot, Menashevot, Becholium, il y a 4 vents qui soufflent chaque jour. Veruach Tsefonit, Menashevet Emkulam. Et quoi qu'il arrive, le Ruach Tsefonit, le vent du nord, est toujours associé aux 3 autres vents. Chez le Maleken, car si ce n'était pas le cas, Naolam Mitkayem Afilu Sha'achat, le monde ne pourrait pas subsister même un seul instant. Veruach Deromit, et le vent du sud, Kachamikulam, c'est le plus dur de tous les vents. Ben Malé Ben Nes, et si ce n'était Ben Nes, alors Nes c'est un oiseau d'habitude, mais ici c'est le nom d'un malach, d'un ange, qui a l'apparence, entre guillemets, si on peut parler d'apparence, de ce Nes, de cet oiseau. Mahamida, si ce n'était cet ange qui le contient, et bien tout le monde serait détruit à cause de lui. Chez comme c'est marqué, Abinatra Yaver Net, Ifros Kenafav Leteman. Est-ce que c'est de ta chorma Kadosh Baruch Hu mi binelcha Yaver Net, que Net, justement cet ange-là, vient, Ifros Kenafav Leteman, et qu'il étend ses ailes vers Teman pour justement empêcher ce vent d'Est. Ce vent justement de Daron. Rava, Veram Nachman, Bar Yitzhak, Abu Yadve. On avait Rava, et Rav Nachman bar Yitzhak. Attention, ce qu'ici il y a Rav Nachman bar Yaakov. Rava et Rav Nachman bar Yitzhak qui étaient assis. Rava Khalif ve Azil et Rav Nachman bar Yaakov, et c'est un autre Rav Nachman bar Yaakov qui est passé. Tiv Megurka de Rava qui passait dans une calèche comme ça qui était tout entourée d'or. Paris allait Sarbella de Charte, et qui était entouré d'habits comme ça en techelet, donc en habits très précieux avec des belles couleurs. Rava Azal Egabe, Rava est parti faire kavod. Nachman bar Yitzhak, lo Azal Egabe, Nachman bar Yitzhak n'est pas parti. Pourquoi? Amar, Dima Minche de Beresh Galut Aninu. Sûrement que cette personne est importante avec ce carrosse. C'est sûrement quelqu'un qui est proche du Resh Galuta, qui est proche de justement le dirigeant de la Galoute, le dirigeant spirituel de la Galoute. Et Rava Rava a besoin de leur faire kavod. Anna, l'autre alors c'est justement une discussion entre Rachid et Tosfot. Est-ce que Rav Nachman bar Yitzhak faisait partie justement lui aussi de la famille de Resh Galuta, et que c'est pour ça qu'il ne se sentait pas l'obligation de leur faire kavod. En tout cas, Rav Nachman bar Yaakov, lorsqu'il a vu que c'était pas n'importe qui de la famille ou de l'entourage de Resh Galuta, que c'était Rav Nachman bar Yitzhak Atamit Chacham, Azil le Gabé, il est parti faire kavod. Galé les Dar'e, et on a vu que il a été obligé de remettre son habit. Pourquoi? Parce que le vent a soufflé. Amar, Shadianashi, il a dit c'est le moment où justement au Roi Kadim, le vent d'Est souffle, donc c'est pour ça qu'il a dû arranger son habit. Et du coup, comme il a parlé du vent d'Est, Ranachman Bayakov, Rava qui était venu lui faire kavod, est venu lui apporter d'Alachot, Amarava, Achiamarav, comme ça dit Rav. Ce vent, justement, d'Est, il est terrible parce qu'il est gorem, il provoque Isham Peletbo, que les femmes malheureusement peuvent perdre leur bébé. Shmuel a dit Afilou, Margalit, Shebaya, Merakevetbo, même un trésor, même une pierre précieuse qui est dans la mer, peut être abîmé par ce vent d'Est. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit Afilou, Shirvat Zera, Shemimaisha, Masrachat Bo, même la semence qu'un homme a pu mettre dans une femme lorsqu'ils ont eu une relation, cette semence peut ne pas fonctionner, ne pas entraîner
la procréation d'un enfant parce que justement ce vent d'Est est fort. Encore une fois, il faut savoir que dans les commentaires, souvent on va expliquer toutes ces conséquences des vents ou du vent d'Est. On explique là souvent avec un machal, avec une image, plutôt que forcément le sens propre, surtout que parfois le sens propre, comme on verra à la fin du DAF, n'a pas énormément d'intérêt. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, maintenant on dit, ou Shloshtan, c'est trois justement Amorim qui ont cité, Mikra Echad Darshu. Ils ont finalement compris, ils ont appris toutes ces halachot du même verset. Ces halachot là qui sont liées au fait que le roi Kadim, il empêche une femme de garder son bébé, ou qu'il peut abîmer une pierre qui est dans la mer, ou qu'il peut abîmer la semence qui est dans le corps d'une femme. Les trois de même pasuk. Mikra Echad Darshu, c'est un seul verset qui dit quoi? Kihu ben Achim Yafri. Yavo Kadim, Ruach Hashem, viendra de l'est, Ruach Hashem, un vent d'Hachem, divin, Mimidbar, Olé, du vent, du désert de Olé. Veyevosh, Mekoro, et ainsi de suite. Alors ici, c'est quoi Veyevosh, ce vent? Donc on voit que de l'est viendra un vent divin du Midbar Olé. Veyevosh, Mekoro, il va assécher le Mekor, l'origine, ici le Makor, c'est souvent la matrice de la mer. Et Vosh Mekoro, Ze Mekora Shelisha, c'est la matrice d'une mer qui sèche entre guillemets et qui ne permet pas au bébé de survivre. Après dans le passage c'est marqué Veihera va être détruite Mariano, la source. C'est quoi la source? Ze Shirva Zera Shememaisha, c'est la semence qu'il y a dans une femme et qui peut donner un bébé. Après c'est marqué Ou Yishse Otsar Kol Kelechemda, il peut abîmer, détruire un trésor, n'importe quel trésor. Zomargal Shebayam, c'est ce qu'a dit ici Shmuel, que n'importe quelle pierre précieuse qui même dans la mer peut être abîmée par ce vent. Amar Rava nous dit que là-dessus, c'est-à-dire Anachim Bar Yitzhak a dit ce qu'il a dit, Sura'ahu. C'est vraiment le type même d'étude des gens de Sura. Sura c'était une ville de Babel. Pourquoi des Daike Krae? Car ils étaient très pointilleux et connaisseurs dans l'étude des versets. C'est pour ça que du même verset, il a réussi à trouver les trois enseignements de Rav Shmuel et Rabbi Yochanan. Amai Kihu ben Achim Yafri. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre le début du pasuk. Kihu ben Achim. Ben Achim, c'est le fils des frères. Yafri, aussi dit Rava. Afilu Shufta Bekufina Demara Rafia. Alors c'est là aussi où on sera obligé d'essayer de comprendre plus l'image que la chose elle-même. C'est pour nous dire que même le, la hache ou la pioche qui est composée d'un bout de bois dans lequel est clouée la partie de fer, et bien même ces deux parties ont tendance à se séparer à cause de la force de ce vent d'est. Rav Yosef Amar, Afilu Sikta Benafna Rafia, nous dit ici, Rav Yosef, même un pieu qui est planté dans un mur, a tendance à se défaire à cause de ce vent. Rav Acha Yaakov Amar, Afilu Kanya, Bechufta Rafia, lui il explique que même les joncs qui sont utilisés pour faire des paniers en osier ont tendance à se sécher et à s'abîmer. Encore une fois, on a plus l'idée derrière qui est importante que l'effet eux-mêmes. Adran, Alan, dans Nalar, Kolaget, on a terminé le Perek, Shishi Kolaget, et très rapidement, on va essayer de résumer tout ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait vu que finalement, le Israël qui prélevait le maaser pour le Lévi pouvait lui-même aussi prélever la Troumat Maaser pour les Kohanim que le Lévi normalement devrait prélever sur ce Maaser, il peut le faire. On a vu que les Maaser et les Troumat peuvent être prélevés finalement de tête et Béhomed de manière imprécise, de manière approximative, en tout cas Minatora. Après on avait vu que même si en général on ne pouvait pas prélever une récolte avec des fruits qui ne sont pas présents devant nous, la Mishnah a l'air de parler d'un cas où soit ça a été fait, ou soit ça a été autorisé pour certaines conditions, et on voit en tous les cas qu'on avait une discussion quand on a prélevé avec quelque chose qui n'était pas devant nous, et qu'on s'est rendu compte après coup que la chose était abîmée. Quand est-ce qu'on considère que ça s'est abîmé? Alors, l'avis qui a l'air d'être le plus retenu de la Mishnah, c'est Rabbi Lazar qui a l'air de dire qu'on part du principe que jusqu'aux dernières 24 heures où on a vu de manière effective que la récolte était abîmée, on considère qu'elle était bonne. Pareil pour un migvé, qu'on découvre ne pas être cachère, on ne revient que 24 heures en arrière. Certains veulent dire que non, c'est l'inverse, on ne cacherise que les premières 24 heures, mais ça c'est un avis qui a été objecté. Et l'avis de Chachamim qui est important, que l'on retrouve aussi dans le Mikvaot, surtout dans le Mikvaot, c'est-à-dire que non, on revient en arrière depuis le départ, et jusqu'au dernier moment où on a eu la certitude que le migvé, la récolte était en bon état, et bien on considère que c'est cachère. Sinon, on considère que ce n'était pas bon jusqu'à la période où on avait la certitude que ça l'était.
On avait vu également qu'on avait plusieurs moments de l'année où on avait l'habitude de vendre certaines récoltes, et on a dit que c'était important. Pourquoi? Pour savoir si on a le droit de vendre sans l'accord d'un associé. En général, on demande l'accord de l'associé pour vendre la récolte, sauf dans les périodes connues pour être des périodes de vente. À ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de ça. On avait vu que les trois moments où on vérifiait aussi le vin étaient liés purement aux saisons. Et donc, comme elles sont purement liées aux saisons, mais que la Mishnah a donné une date qui est liée à Sukkot, puisque c'était le calendrier, la Gemara se permet de corriger et de dire que la date de Sukkot est liée à une condition, que Sukkot soit bien en automne et non pas à la fin de l'été. Après, on a vu plusieurs midrashim par rapport à ce Vendès qui est très très chaud, qui fait à la fois des tempêtes en pleine mer. Est-ce que c'est le sujet qui est cité dans Yona ou pas? En tout cas, l'idée peut être acceptée, qu'il fait des tempêtes en pleine mer. D'un côté, l'autre dit que c'est un vent qui est tellement fort qu'il fait taire tous les autres, donc il est chaud et il fait taire tous les vents froids, et il a tendance, ce fameux roi Kadim, à nous dit ici l'Agmara à la fin, malheureusement à faire perdre un bébé qui est dans le ventre de sa mère, à abîmer la semence qu'il y a dans le corps d'une femme pour donner un bébé, à même abîmer un trésor qui serait dans la mer, et également à abîmer, on a dit, la partie de métal qui est dans la hache qui la sépare de son bois, un pieu dans un mur qui est détaché, et même des paniers ou des choses qui sont faites en osier qui ont tendance à sécher à cause justement de la force de ce roi Kadim.